Personne dans le monde peut dire qu'il connaît pas Google. Certains pensent même qu'Internet c'est Google ou que Google c'est Internet. Pourtant, ces dernières années, différents outils et réseaux sociaux se sont développés au point qu'aujourd'hui, 40% des jeunes ne se tournent même plus vers Google pour effectuer une recherche. Alors si depuis 1998, Google est sûrement le seul site dont la page d'accueil n'a presque jamais évolué, laissez-moi vous expliquer pourquoi Google pourrait disparaître demain et les conséquences que ça aurait si jamais ça venait à arriver. En 2025, 40% des jeunes de la génération Z utilisent Instagram ou TikTok pour rechercher une information. Ça s'explique par le fait que les réseaux sociaux sont devenus le vecteur d'influence et d'information principal pour les nouvelles générations. En comparaison, les articles sur des sites web remplis de publicités et de bandes RGPD, ça donne pas trop envie quoi. Mais si Insta et TikTok sont devenus aussi importants, c'est parce que c'est tellement plus simple de suivre un influenceur meilleur que moi en cuisine et qui poste des nouvelles recettes tous les jours. J'ai plus du tout besoin de rechercher une recette au pif sur Google, j'ai qu'à aller sur sa page et regarder ce qui me plaît. Si la recherche sur TikTok et Instagram s'est autant développé, c'est aussi parce que dès qu'un sujet vous intéresse, comme une actualité ou une recette, votre premier réflexe sera de chercher l'info là où vous l'avez vu. Et comme la plupart du temps, les informations que vous voyez sont sur les réseaux sociaux, vous y retournez tout naturellement. Le but des réseaux sociaux, c'est de proposer du contenu et de l'information. Là où sur Google, c'est à nous d'aller la chercher. Ce que ça signifie, c'est qu'on est sans cesse bombardé d'informations. Et ça vient renforcer l'idée que c'est uniquement via ces plateformes que cette information se trouve. Au-delà de ça, la notion d'influence est ici très dangereuse quand on est à la recherche d'une information. Un créateur de contenu a de l'influence sur vous. L'information qu'il va donc vous partager va passer à travers la relation parasociale qui vous lie et aura donc un impact bien plus important que si vous l'aviez lu sur Google. Relation parasociale, je vous explique ce que c'est. Quand vous suivez un créateur de contenu, c'est pas juste pour les informations qu'il vous partage, mais aussi parce que vous ressentez une certaine connexion avec lui. Peut-être qu'il partage vos centres d'intérêt, qu'il a des opinions proches des vôtres, ou tout simplement que vous avez presque le même quotidien que lui. Ce phénomène, qu'on appelle le biais d'affinité, explique pourquoi vous faites davantage confiance à ce créateur, parfois même plus que sur des sites officiels que vous auriez pu trouver sur Google. On prend un exemple. Si un influenceur que vous admirez vous recommande une astuce pour réussir une recette ou être en meilleure santé, vous serez plus enclin à le croire même si aucun fait ou étude ne vient appuyer ses propos. Vous allez vous dire que si ça a marché pour lui, ça marchera forcément pour moi. Et c'est justement là que le biais d'affinité entre en jeu. Vous êtes influencé non pas parce que l'information est forcément vraie ou vérifiée, mais parce que vous vous identifiez à la personne qui vous la donne. Sur TikTok ou Instagram, ce biais est encore plus fort, parce que les algorithmes ne se contentent pas de vous montrer du contenu aléatoire. Ils analysent vos comportements, vos préférences et vous exposent à des contenus et des créateurs qui vous ressemblent, qui partagent vos goûts et vos valeurs. Résultat, plus vous consommez ce contenu, plus vous renforcez votre sentiment d'affinité et moins vous êtes enclin à remettre en question ce que vous voyez ou entendez. Le problème, c'est que cette affinité peut finir par déformer votre perception. Vous pourriez finir par croire que tout ce que dit ce créateur est fiable, même s'il s'agit de désinformation ou de simples opinions non vérifiées. L'utilisation des AirPods expose votre cerveau à des radiations électromagnétiques. Vos cheveux agissent comme une antenne pour le système nerveux. Les radiations de ces appareils Bluetooth détruisent votre système nerveux, ainsi que le champ énergétique autour de votre corps, et rend ensuite votre corps vulnérable à la maladie. J'ai 23 ans. J'ai 20 ans. Aujourd'hui, qu'est-ce que tu utilises pour faire tes recherches ? Google. Google, oui. Parce qu'en vrai, c'est le moteur de recherche qui est par défaut. Et à ton avis, qu'est-ce qu'utilisent 40% des jeunes d'aujourd'hui ? TikTok. Ils utilisent les réseaux sociaux. Et moi, ça me choque. Parce que vraiment, pour moi, TikTok, c'est du divertissement. Si tu veux des infos sur des lieux à visiter quand tu veux partir en voyage dans un pays, ok, TikTok, pourquoi pas. Mais même ça, c'est dangereux parce que les réseaux sociaux, ça reste des réseaux sociaux. Les gens vont pas te montrer la réalité. Ils vont te montrer que ce qui est bien, que ce qui est beau, que ce qui marche bien. Mais en fait, le problème sur TikTok, c'est qu'il y a énormément de fausses informations, de fausses vidéos qui circulent, des vidéos qui datent d'il y a longtemps, qui sont réutilisées sans dire le contexte, et du coup, on a l'impression que c'est d'actualité alors que non. Surtout surtout en termes de... tu parlais de sources. TikTok, parce que c'est des gens comme toi et moi qui peuvent faire n'importe quelle vidéo. Demain, je mets une blouse, je fais des vidéos sur la nutrition, tout le monde va me croire. Pourquoi ? Parce que j'ai mis une blouse. Point. Le problème, c'est que sur les réseaux sociaux, on trouve tout et n'importe quoi. J'avoue que je suis très méchante. Je ne pense pas, si la question c'était ça, que TikTok remplacera Google ou les moteurs de recherche. Ce que tu as dit là, il y a des gens de l'ancienne génération qui ont exactement dit la même chose pour Google, pour YouTube, pour tellement de choses. Ça m'intéresse ce que tu dis. Est-ce que tu dis pas ça parce que tu manques de recul et parce que tu ne fais pas partie de la génération qui utilise les réseaux sociaux comme moteur de recherche ? Mais je trouve pas, non. Actuellement, j'ai expliqué pourquoi est-ce que je fais pas de recherche sur TikTok. Parce qu'il y a aucune source, il y a trop de désinformation. Il y a de la désinformation sur Internet, il y a de la désinformation sur Google, mais ça reste toujours mieux
que sur TikTok. Donc pour moi, c'est pas une histoire de recul, c'est pas une histoire de c'est nouveau, ça fait peur et les jeunes ils ont tout compris, ils sont en train de l'utiliser et après ça va devenir la norme. Je pense juste que c'est pas une bonne solution parce que ça amène à trop de désinformation. Et trop facilement, les gens et même les États peuvent contrôler du coup que tu vas penser. Tu recherches des trucs sur TikTok, beaucoup d'influenceurs vont faire de la désinformation sur un sujet précis, et toi, tout le monde va y croire du coup. En fin de compte, c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, les réseaux sociaux sont des outils à double tranchant. Ils vous donnent accès à une multitude d'informations, mais ils vous enferment aussi dans une bulle où le biais d'affinité peut facilement prendre le dessus sur votre esprit critique. Ce biais, combiné à la manière dont les réseaux sociaux organisent et proposent le contenu, explique pourquoi ils sont devenus des concurrents sérieux à Google. Là où Google vous pousse à vérifier les sources et à explorer différents points de vue, les réseaux sociaux vous confortent dans ce que vous pensez déjà, en jouant sur cette relation d'affinité. Alors la prochaine fois que vous regarderez une vidéo ou même lirez une info, posez-vous cette question. Est-ce que je crois cette personne parce qu'elle a raison ou juste parce qu'elle me ressemble? Mais si les réseaux jouent sur le biais cognitif pour redéfinir la manière dont on recherche l'information, ils ne sont pas les seuls concurrents sérieux de Google. Vous m'avez vu venir, depuis 2020, des outils comme ChatGPT redéfinissent ce qu'on attend d'une recherche et de manière globale notre manière de nous informer sur Internet. Le problème, c'est que ce genre d'IA fonctionne d'une manière très différente d'un moteur de recherche classique. Plutôt que de simplement pointer vers des sources, elle génère directement des réponses en se basant sur ce qu'elle trouve sur Internet. Mais par nature, ces intelligences génératives ne savent pas dire « je ne sais pas ». Alors qu'est-ce qui se passe quand elles n'ont pas assez d'informations? Eh bien elles l'inventent. Imaginez, l'IA se retrouve face à une question sans réponse apparente. Plutôt que d'admettre qu'elle n'a pas de réponse, elle va construire quelque chose qui semble logique en fonction des infos qu'elle connaît déjà. Et c'est là le problème. Elle peut fabriquer des sources qui n'existent pas, inventer des faits et même propager de fausses informations. Mais heureusement, ChatGPT n'est pas la seule IA qui vous permet de faire de la recherche, et je pense ici plus particulièrement à Perplexity, c'était hyper dur à dire. Perplexity, c'est une IA qui offre une approche plus transparente. On peut la voir un peu comme une sorte de moteur de recherche, mais boosté par l'intelligence artificielle. La différence, c'est que vous n'avez pas besoin de faire vos recherches avec des mots-clés comme sur Google, vous lui parlez comme ça vous vient en tête, et c'est elle qui fait la recherche pour vous. Ce qui distingue Perplexity de ChatGPT par exemple, c'est qu'elle se contente pas de générer des réponses. Elle vous montre les sources sur lesquelles elle s'appuie, et ça veut dire que si vous avez des doutes ou si vous voulez approfondir une recherche, vous pouvez consulter directement les articles qu'elle a mis en source. Et ces articles sont justement ceux qu'elle a utilisés pour construire sa réponse. Contrairement à ChatGPT, vous n'êtes pas coincé avec une réponse unique et opaque. Vous avez accès à une véritable base pour vérifier et valider l'information que vous venez de lire. En gros, c'est un peu un compromis entre l'efficacité d'une IA et la transparence d'un moteur de recherche. Alors à première vue, on pourrait se dire que Google va forcément suivre le mouvement et adopter un système de recherche boosté par l'IA, comme Perplexity en fin de compte. Mais en réalité, ça risque de provoquer quelque chose de bien plus vicieux. Aujourd'hui, lorsque vous faites une recherche sur Google, vous vous appuyez sur ce que des sites web mettent en ligne. Des articles, des recettes, des actualités, peu importe. Vous cliquez sur le lien qui vous intéresse, vous ouvrez la page et vous consultez l'article. Et généralement sur ces pages, vous avez des publicités sur le côté. Vous savez, les publicités des produits dont vous avez parlé la veille, comme par hasard. Les publicités ciblées quoi. Maintenant, imaginez que demain Google devienne comme Perplexity. Vous pourriez lui poser directement une question et obtenir une réponse précise sans même avoir besoin de cliquer sur un lien. Et ben on va être honnête, je pense que 90% des gens ne cliqueraient plus jamais sur les articles même si Google fournit les sources. Pourquoi vous iriez voir ailleurs si la réponse est déjà sous vos yeux? Et c'est justement là que les choses deviennent vraiment problématiques. Si plus personne ne consulte les articles, personne ne verra les publicités. Ces publicités, pourtant, financent les sites web. Et sans les revenus publicitaires, c'est l'industrie entière de l'information en ligne qui risque de s'effondrer. Mais là où ça devient encore plus vicieux, c'est que si l'industrie de l'actualité s'arrête, qu'est-ce qui restera pour alimenter Google? Parce que les réponses que vous obtenez, que ce soit via une recherche classique ou une IA, se basent forcément sur des contenus créés par d'autres. Et si ces contenus disparaissent, Google perd sa base de données. En gros, on pourrait se retrouver dans une situation où l'écosystème entier s'effondre. Et là, on s'engage vraiment sur un chemin vers l'inconnu. Ça, c'est l'hypothèse dramatique. Mais ce qui va sûrement se passer, c'est que les sites web vont juste modifier leur business model. On peut imaginer des contrats ou des accords entre Google et les sites web permettant à Google de financer ses résultats de recherche, mais encore une fois, ça reste assez instable et limité, parce que Google ne peut pas payer tous les sites web du monde. Sauf si Google devient payant. Ouais. Et est-ce que tu utilises l'IA pour faire tes recherches ? Honnêtement, non. Parce que je sais que, par exemple, ChatGPT invente des sources et invente des choses. Donc, je me méfie beaucoup. J'utilise ChatGPT. C'est nouveau, c'est pas un moteur de recherche. Et c'est pas pour des recherches où je veux chercher une définition ou un site ou quoi. C'est quand je veux des questions assez précises. Genre on est en train de discuter à table. Et t'as une question, tu te dis « Ah mais ça vient d'où ?» Bah je pose la question à ChatGPT. Je vais pas chercher sur Google. Parce que je sais que ChatGPT me donne la réponse directe. Je préfère chercher moi. Au pire, je vais lui demander des précisions sur un truc précis. Mais en fait, il faut pas lui demander des manières trop générales. Parce qu'en fait, c'est là où il sort des trucs qui ont pas de sens quoi. Mais ça t'inquiète pas par rapport aux sources ? Ah ouais c'est vrai. Non.
Non, ça m'inquiète pas parce que je me dis que ChatGPT, étant donné les quantités de données qu'il a bouffé, il a bouffé tout Wikipédia en anglais, je me dis que très probable que ce qu'il dit ce soit vrai. Sur des questions genre générales, comme je t'ai dit, des questions qu'on se pose tous les jours, il a inventé le papier. Bah, c'est sûr, il a la bonne information. Et comment tu vois l'évolution de Google ? Je pense pas que ça puisse entièrement disparaître. Ça peut être modifié, notre façon d'utiliser va être modifiée, surtout avec les nouvelles générations, mais je pense pas que ça disparaisse totalement. Alors je te dis pas là dans les 2-3 prochaines années, hein, mais dans du long terme, ouais. Pour moi, la seule évolution possible et je pense nécessaire de Google, c'est ça. C'est pouvoir prompter Google en fait comme une IA. Mais en restant des résultats avec des pages, pas avec une réponse d'une IA. Il manque juste ça à Google. Tu le promptes comme une IA, mais il te donne quand même des résultats en site web. Juste pour que du coup, bah, toi, tu puisses l'utiliser normal. Tu parles à Google et lui, il te donne les résultats d'un site. Comme ça, t'as pas besoin de parler par mots-clés. Si jamais tu cherches un truc très précis, ça arrive des fois, tu cherches un truc très précis, mais tu sais pas mettre quel mot-clé. Mais si tu peux lui donner des phrases et un contexte, ce serait mieux. Si Google ne risque peut-être pas de disparaître sous sa forme actuelle, son modèle unique et gratuit risque peut-être de ne plus être disponible. Pour une recherche classique, il faudra toujours utiliser des mots-clés et faire ses propres recherches, mais pour une recherche basée sur l'IA, vous paierez un énième abonnement qui vous donnera accès à des réponses rapides, concises et précises. Mais le problème de ce genre de modèle économique, c'est qu'à force de faire payer chaque service, on segmente encore plus les différents usages d'Internet, qui étaient jusqu'ici gratuits et accessibles au monde entier, quel que soit votre milieu social. Depuis ses débuts, Internet a été conçu comme un espace universel fondé sur la gratuité, le partage et l'entraide. Tout le monde ou presque avait accès aux mêmes informations, aux mêmes outils, et ça a permis à des millions de personnes de développer leurs idées et leurs compétences. Mais avec cette multiplication des abonnements, on risque de voir apparaître un Internet à deux vitesses. Ceux qui peuvent se permettre de payer ces services auront accès aux outils et aux informations les plus avancées, alors que le reste du monde en sera exclu. Et là, il y a deux risques majeurs. D'abord, un énorme frein à l'innovation, parce que si des personnes talentueuses n'ont pas les moyens d'utiliser ces outils, elles pourront pas concrétiser leurs idées, ou même monter en compétences. Ensuite, ça pourrait créer ce que j'appellerais un Internet des élites, où seules les personnes les plus aisées auront accès aux technologies de pointe, creusant encore plus les écarts sociaux. Franchement, entre Netflix, Spotify, Amazon, ChatGPT, il y a tellement d'abonnements qu'il faut vraiment se rendre compte qu'on est vraiment en train de prendre un tournant dans les outils numériques et surtout au niveau de leur accès. Parce que si depuis 30 ans, Internet est devenu aussi riche, c'est parce qu'il s'est construit autour d'un modèle d'accessibilité universelle. Chacun d'entre nous a pu s'informer de manière claire et simple, tout en ayant la possibilité de vérifier les informations via des sources fiables. Mais avec l'IA, on fait face à un pari plutôt risqué. Il pourrait transformer radicalement notre manière de rechercher, de nous informer, de dialoguer et même d'interagir avec les outils numériques au sens plus large. Le développement de la recherche via les réseaux sociaux est quant à lui inévitable. Elle va encore gagner en importance dans nos vies et c'est normal de s'en inquiéter. Parce que tout ce qui est nouveau fait peur. Est-ce que vous vous rappelez de la génération de nos parents qui avaient peur qu'on publie des photos sur Facebook, peur de nous laisser jouer aux jeux vidéo et qu'on devienne violent ou même débile, ou encore effrayé à l'idée qu'on puisse publier des vidéos sur YouTube en montrant notre visage à des millions d'inconnus. Mais l'évolution des outils numériques est inévitable, aussi ancrée dans nos vies soit-il, comme Google peut l'être depuis 1998. Le changement est l'un des obstacles les plus difficiles à surmonter car il nous force à sortir de notre confort, à abandonner des repères familiers, à se diriger vers l'inconnu, un processus qui, bien que nécessaire, est toujours perçu comme une menace par notre cerveau qui est vieux de plusieurs millions d'années. L'homme résiste au changement, non pas par ignorance de son utilité, mais par peur de perdre le contrôle sur ce qu'il connaît, préférant l'incertitude rassurante à l'inconnu du progrès. Cette citation, inventée par ChatGPT et qui n'existe donc pas du tout, illustre parfaitement l'idée que l'être humain résiste au changement, souvent par peur de l'inconnu ou par intérêt pour ce qui lui est déjà familier. Alors un conseil, si Google doit disparaître demain et être remplacé par TikTok, Instagram ou même Perplexity, ça veut pas dire que le monde va mal, ça veut juste dire qu'il évolue. Tout comme il a évolué lorsque les réseaux sociaux sont arrivés et que beaucoup croyaient que c'était un immense danger. Alors arrêtez d'avoir peur, parce que si vous avez peur, c'est que c'est sûrement trop tard. Et que le monde dans lequel vous vivez est déjà en train de changer. Prenez en main ces nouveaux outils, profitez-en tant qu'ils sont gratuits, et si Google disparaissait demain, il y aura d'autres outils que vous prendrez en main. Merci de m'avoir regardé, c'était Jamil, et n'oubliez pas de vous abonner. D'ailleurs, j'ai un nom de domaine, jamil.fr, il n'y a pas de site dessus pour le moment où je tourne cette vidéo, mais s'il y a des demandes commerciales, merci de me contacter sur contact@jamil.fr.